Richard, David Emery, Claude Bachelard, Catherine Colomb, Pernette Duprat. Durant 250 ans, l'Occident a mené une traque impitoyable aux sorciers et aux sorcières, menant au bûcher près de 100 000 personnes. Guillaume Griffon, Anne Pache. La Suisse détient le record européen de cette chasse particulière, Claudine Girardet. une violente répression qui a commencé en Valais. À la fin du Moyen-Âge, une peur nouvelle se répand. Des adeptes du diable se réuniraient en secret pour semer la désolation et répandre la mort. L'an du Seigneur 1428, on découvrit dans le pays et l'évêché du Valais la méchanceté, les meurtres et l'hérésie des sorcières et des sorciers, hommes et femmes. Ils étaient si nombreux qu'ils pensaient que s'ils pouvaient tenir encore une année, ils pourraient élire un roi parmi eux. Car ils avaient avoué que leur société comptait bien 700 personnes. Parmi ceux-là, plus de 200 furent brûlés en une année et demie. Chronique de Hans Freund, Lucerne, 1428. Cette secte satanique est pensée comme une secte qui, petit à petit, peut contaminer le corps saint de la paroisse, de l'Église, pour faire que finalement le rapport entre ceux qui auront basculé du côté du mal soit beaucoup plus important que ceux qui sont restés fidèles, je dirais, au christianisme. Donc au début de la Renaissance, on construit socialement, on construit culturellement la peur du mal, la peur de Satan, identifiée à la nuit, identifiée à des maladies, identifiée aux malheurs biologiques. Et pour expurger cette peur, il faut une guerre totale, que sont notamment les procès de sorcellerie. Les procès en sorcellerie ont produit des milliers de pages. Grâce à des greffiers méticuleux, il est aujourd'hui possible de comprendre les crimes dont étaient accusés les sorcières et les sorciers. Et ibi frangebant grossa frustra glaciei, quas diabolus ministrabat. Et ibi erat sunius grosso homo, et magnus niger. Donc un grand homme noir qui est le diable, qui leur donne des gros morceaux de glace qu'ils doivent ensuite casser avec des pics pour les transformer en petits grêlons. Et ensuite, une fois que ces petits morceaux de glace sont prêts, donc on a tous ces sorciers assemblés à casser la glace, tous ces grêlons sont transportés dans un nuage par le diable, et ce nuage va ensuite se dirige au-dessus des vignobles, donc avec les sorciers dans les nuages, et le nuage, bien sûr, déverse ces blocs de glace, ce qui provoque une tempête de grêle sur les vignobles, en l'occurrence ici d'Épaisse. Donc les sorciers ici sont ce qu'on appelle des tempestaires, donc ceux qui provoquent des tempêtes. Et effectivement, on impute aux sorciers la maîtrise des éléments naturels. Donc on imagine à quel point on devait haïr ces sorciers responsables de dévaster les biens de la terre, les récoltes,
et je pense que c'est aussi pour ça qu'on les imagine vraiment comme un groupe qui agit à l'écart, hein, dans la clandestinité, qui s'allie avec le diable pour provoquer tous ces maléfices. En fait, on a besoin de boucs émissaires pour expliquer quelque chose qu'on ne parvient pas à expliquer par des moyens scientifiques que l'on n'a pas. D'avoir fait tomber la grêle, la foudre, d'avoir empoisonné et fait mourir des personnes, du bétail. Pour le canton de Fribourg, une accusation qu'on retrouve très fréquemment, c'est le fait d'avoir, par le biais de formules magiques, d'avoir tiré le lait des vaches des voisins. Ça, c'est très important à Fribourg, hein. L'économie est fondée sur la production laitière. Et ça, pendant les 3 siècles que durent les procès de sorcellerie à Fribourg, c'est une constante. On retrouve des Milchtier, des tireurs ou des tireuses de lait. Toutes les décennies, on en retrouve à la pelle, des wagons entiers, où on accuse, hein, des sorciers et des sorcières d'avoir occasionné une baisse de la production laitière. Notre région, disons l'arc alpin, Suisse romande, etc., semble être le berceau, ou en tout cas un foyer de propagation de la croyance en l'existence de sectes. C'est probablement lié à la nature du terrain. Il y a les Alpes, les montagnes, c'est le monde de la marge par excellence, là où le diable justement prend racine, hein. On pense que nos régions sont effectivement habitées par les forces occultes. On a très peur de la montagne, on a très peur des forêts denses, ce genre de choses. Et du coup, c'est un petit peu la topographie du terrain, je dirais, qui peut expliquer ce départ, ou en tout cas la Suisse romande et autour, comme foyer de départ de ces croyances de sabbat, etc. Face à la puissance occulte de ces nouvelles sociétés secrètes, il n'y a pas que les autorités religieuses qui se mobilisent. Les sorciers inquiètent aussi les pouvoirs publics. En 1428, l'état d'urgence est déclaré. La Diète du Valais se réunit et vote de nouvelles lois pour combattre la sorcellerie. Il a été décrété par les patriotes du Valais. Premièrement, si des personnes sont diffamées au cours d'un procès par 5, 7 ou 10 individus dignes de foi, que les accusés soient arrêtés et soumis à la torture. Il a été décrété... Ces nouvelles lois mettent en place une machine judiciaire redoutable qui pousse à la calomnie et à la dénonciation. Suite à la rumeur ou à l'accusation de 3 ou 4 voisins, que ces personnes soient arrêtées et incarcérées. Donc c'est facile d'ouvrir un procès sans aucune preuve, si ce n'est la délation, la rumeur publique. Donc la rumeur devient véritablement infamante. La rumeur publique permet l'ouverture d'une procédure judiciaire, en toute légalité. C'est une procédure d'exception qui permet l'emploi légal de la torture, la poursuite d'office, et de se passer de tout défenseur. Il s'agissait de personnes tout à fait ordinaires. Et soudain, on les accusait d'empoisonner les autres, ce qui aurait pu conduire à une guerre civile. Mais pire encore, on les accusait de rendre les femmes stériles et les hommes impuissants, de provoquer l'infertilité des terres par la grêle
de voler le lait aux voisins. Il s'agissait donc d'une véritable lutte pour la sauvegarde des ressources. Les enjeux étaient de taille. On ne pouvait vaincre l'adversaire qu'avec des accusations insensées, ou pire, en le menant au bûcher. En fait, de cette première vague de chasse aux sorcières de 1428 à 1436, on ne connaît que la description de Hans Freund. On parle d'au moins 200 morts. En fait, il ne s'agissait pas de 200 morts, mais de 200 bûchers où des gens ont été brûlés. C'est énorme. Il faudrait préciser que la proportion d'hommes et de femmes était pratiquement égale. Il s'agissait de toute évidence de sorciers et de sorcières. En Valais, vers 1430, la proportion entre hommes et femmes était encore la même. Le Valais était un Eldorado pour la chasse aux sorcières. Dans le procès en sorcellerie, puisqu'il y a beaucoup de rumeurs, il y a beaucoup de confusion dans les accusations, la preuve ne peut pas être d'avoir arrêté la sorcière en train de baiser le cul du diable, donc c'est uniquement l'aveu, la confession. D'où l'importance, dans tous les procès de sorcellerie, de l'utilisation de la question, c'est-à-dire de la torture, puisque la culture juridique de cette époque, qui est déjà assez rationnelle, pense que la douleur est une épreuve naturelle qui ne peut mener qu'à l'expression de l'aveu. C'est pour ça que c'est une machine terrifiante que le procès de sorcellerie. L'idée, c'est, comment dirais-je, de percer l'âme du prévenu. On part du principe qu'il est coupable, et donc il faut lui faire avouer quelque chose qu'il cache. Il faut faire dire l'indicible en fonction de la gravité du crime. C'est ce qu'on appelle la catégorie du nefandum. Certains crimes sont considérés tellement horribles qu'en fait on ne peut même pas les dire, c'est trop affreux. La sorcellerie typiquement relève de cette catégorie du nefandum. Mais le rôle du juge, c'est justement d'aller au-delà. Il faut oublier qu'il y a toutes ces croyances dans les forces du mal, etc. Donc il faut pouvoir percer ça et atteindre directement l'âme du prévenu ou de la prévenue et d'obtenir des aveux qu'on cache volontairement, voire même qu'on cache avec l'aide du diable ou de puissances occultes. Abschilderung und Erklärung, donc illustration et explication des différents Peinigungsarten, donc des différentes sortes de peines et de tortures pour pouvoir obtenir des aveux, avec des dessins très précis sur les instruments de torture, passant par ce qu'on appelle la poussette, donc écraser les pouces des prévenus pour obtenir un aveu, l'estrapade, la corde, l'échelle, etc. Justement, on a ici par exemple une belle illustration de l'estrapade, comment ça fonctionne. Le juge, il torture certes,
Mais l'idée, c'est pas de faire mal gratuitement à une personne. L'idée, c'est d'appliquer le droit. Hein. Les hommes de loi sont convaincus de faire juste et d'appliquer la loi. Donc ils font attention, selon leur vision des choses, de faire les choses correctement et juste. Donc si quelqu'un est déjà blessé, souffrant ou autre, c'est pas juste de le torturer parce qu'en fait, il souffre déjà. Donc on adapte le moyen de torture pour obtenir des aveux. Les gens répondent en fonction d'un questionnaire prédéterminé, une grille de questions préétablie, et souvent les réponses sont probablement suggérées par le juge qui est tout puissant dans son tribunal. En gros, tous les moyens sont permis pour obtenir un tel aveu. Et il faut que le juge travaille la personne. Et d'ailleurs, c'est le terme qu'on retrouve. Hein. On travaille la personne physiquement, on la travaille. Le bourreau la travaille et le juge la travaille. On a l'exemple de Pierre Chavat, qui est torturé à plusieurs reprises pour avouer ses méfaits. Et à un moment donné, il n'en peut plus et il dit « Je dirai tout ce que vous voulez. J'ai mangé de la chair humaine. Je dirai tout ce que vous voulez entendre. » Et c'est stupéfiant parce que le notaire prend note de cette phrase, il la retranscrit littéralement. Et pour nous, ce qu'on lit, c'est ce que les juges ont voulu faire dire à l'inculpé et qu'il ne s'agit pas du tout de méfaits qu'aurait commis Pierre Chavat. Et en fait, c'est l'histoire d'un joueur de dés qui est transformé en sorcier adorateur de Satan. Il dit même qu'il rencontre le diable qui a pour nom Hasard. L'historienne Martine Ostorero a étudié les premiers procès de sorcellerie. Celui de Pierre-Antoine, notaire à Estavayer, de Catherine Kika, dénoncée par son curé, et de Jacquet Durier, un médecin de Blonay qui avoue avoir participé à des sabbats, banquets nocturnes et meurtriers. Alors, le procès de Jacquet Durier est intenté en mars 1448. Il se déroule sur une quinzaine de jours. On note qu'il y a 8 audiences successives pour transformer cet habitant de Blonay en un sorcier, apostat, idolâtre et blasphémateur. Il dit et avoua qu'il avait tué l'un de ses propres enfants, âgé de 2 ans environ. De même qu'avec Pierre Régis et Pierre Ruvina, ils avaient apporté l'enfant à un sabbat où ils l'avaient rôti et mangé avec de l'ail blanc. Aveu de Jacquet Durier, château de la Tour de Paix, 1448. Jacquet Durier est conduit devant ses juges avec le châtelain. Alors, il est jugé par un inquisiteur dominicain qui vient de Lausanne. Il y a également tous les notables de la région, donc tous les représentants des autorités politiques, mais aussi ecclésiastiques. Il y a les curés des paroisses environnantes. Il y a également un notaire qui prend note des dépositions de Jacquet Durier et à travers lesquelles on peut connaître la destinée de ce Jacquet Durier. Bon, là, c'est quand même stupéfiant parce qu'on voit un père tuer son propre enfant pour l'amener au sabbat et pour le manger avec les sorciers.
c'est vraiment la pire des choses qu'on puisse imaginer d'un homme, de tuer son propre fils et de le manger. Donc on voit vraiment l'abomination qu'on cherche à imputer à ces hommes et ces femmes. Je crois que l'infanticide, le cannibalisme d'enfants, c'est vraiment la chose la plus insoutenable pour toute société, que ce soit celle du XVe ou actuellement, bien sûr. L'homicide n'est pas en lui-même décrit, mais souvent on décrit la manière dont les sorciers vont déterrer les cadavres d'enfants dans la clandestinité de nuit pour ensuite les amener au sabbat et les offrir en tribut, en cadeau au diable. Les interrogatoires de Jacquet Durier durent des heures. Il est torturé à plusieurs reprises. Les juges exigent des détails. La liste d'aveux s'allonge. Interrogé, il dit et avoua qu'il posa un bâton brûlé entre ses jambes. Et ils s'en allèrent avec Pierre Revina par les airs, de sa maison jusqu'au mont Kubli. De même, interrogé pour savoir à quelle fréquence et quel jour il allait au sabbat, l'accusé répondit qu'il y allait 2 fois par semaine, le lundi et le jeudi. Interrogé pour savoir quel signe il avait sous le bras, il dit et avoua qu'il s'agissait d'un parchemin que le démon avait imprégné de sa propre sueur. De même, il dit et avoua que le maître du sabbat lui donnait à chaque fois 5 sous lausannois. Que se passe-t-il au sabbat, ce lieu imaginaire qui n'existe pas, qui existe comme principe, je dirais, d'une institution satanique? C'est une contre-eucharistie. Et le sabbat, en fait, est un rituel dans la tête des démonologues où l'eucharistie chrétienne est inversée pour édifier ce qu'on appelle à ce moment-là l'église du mal. Et en fait, les gestes répertoriés, pointés, par les textes démonologiques sur le sabbat sont des gestes de transgression. On piétine la croix, on pisse dans le bénitier, on lacère la Bible. Donc tout ça est une construction idéologique extrêmement forte parce qu'on imagine qu'il y a une partie de la population qui s'écarte très fortement en ce début de la Renaissance des fondamentaux du christianisme. Interrogé ensuite pour savoir ce qu'ils avaient fait, il dit qu'ils avaient embrassé l'un après l'autre Satan sur le cul. Alors ils commencèrent à aller vers les femmes. Jean Aymonnet, Jean Groulon et plusieurs autres prirent la femme de Bouvron et la connurent, les uns après les autres, par derrière, à la manière des bêtes. Donc le sperme de l'homme est chaud, le sperme de Satan, qui est une sorte d'humanité inversée, est glacial. Donc il est hors de la nature, ce qui met en place toute une série de problèmes que résolvent quelquefois les démonologues sur le fait que finalement, l'accouplement au sabbat est un accouplement stérile. Il ne produit pas la vie, il ne produit rien. Il produit en fait la mort d'une certaine manière. Ce rapport physique avec le mal est un rapport qui d'ailleurs inverse tous les standards sexuels moraux acceptés dans la société d'Ancien Régime, en ce qui concerne la position, en ce qui concerne la pratique de la sodomie, en ce qui concerne l'inceste. Le sabbat est un grand lieu de l'inceste. Donc c'est vraiment un catalogue des transgressions, c'est un lieu imaginaire avec un catalogue des transgressions. Et pour que ce principe du mal soit d'autant plus actif dans la tête apeurée des démonologues, eh bien le contact est charnel, le contact est physique. Et bien évidemment, ça connote d'une manière extrêmement négative la sexualité ou le rapport sexuel qui est censé être en jeu au sabbat.
On dit souvent aux étudiants, lorsqu'on étudie la chasse aux sorcières, il y a 100 000 personnes à peu près qui sont mortes sur un gibet à l'époque moderne, accusées d'être allées au sabbat. Il n'y a jamais eu un flagrant délit de sabbat. Jamais une opération judiciaire ou de police n'a pu fonctionner pour cerner un sabbat et arrêter, comme on le fait avec des contrebandiers, avec des faux monnayeurs, etc., arrêter ceux qui seraient au sabbat. Le sabbat n'existe pas, il existe dans la tête des juges, il existe dans la tête des démonologues, mais le diable en lui-même n'existe pas. Cent ans après les premières chasses aux sorcières, les juges recherchent une preuve matérielle du pacte avec Satan. Ils vont la trouver sur le corps même des accusés. C'est la marque du diable. Aveu de Madeleine Griffon, 1651. Elle dit et avoua que le diable lui donna un grand coup, la jeta par terre et la marqua de ses griffes, tout proche du fondement du côté gauche. La marque, elle est cherchée par des spécialistes. C'est le bourreau, le chirurgien. Souvent ici, en Pays de Vaud, c'est un bourreau qui vient de Moudon et qui cherche aussi cette marque. La personne, elle est déshabillée, complètement rasée. Donc les cheveux, les aisselles, les poils pubiens. Enfin, le corps doit être inspectable dans tous ses recoins. Et on va utiliser une aiguille, planter l'aiguille dans le corps de la personne. Et si la personne n'a pas mal, si le sang ne jaillit pas, on va considérer qu'on a trouvé la marque diabolique. Donc la marque, elle peut être cherchée dans un grain de beauté, une irrégularité de la peau, tout ce qui apparaît suspect sur le corps de la personne. Mais ça peut durer des heures. Et quand on ne la trouve pas sur l'extérieur du corps, on va la chercher à l'intérieur. Donc quand on trouve la marque dans les parties honteuses, comme c'est mentionné dans les procès, ça veut dire que les personnes, enfin c'est des femmes, elles ont été violées. Et ce n'est pas considéré comme une torture. Mais ensuite, on a des aveux dits spontanés dans les procédures de rencontres, de pactes avec le diable, de maléfices, de participation aux sectes diaboliques. C'est déjà un moment où la personne est brisée. Les gens sont un peu naïfs parce qu'ils pensent que le seul moyen de s'en sortir, c'est de demander eux-mêmes qu'on leur cherche la marque, puisqu'ils sont persuadés qu'ils n'ont jamais rencontré le diable et qu'ils n'ont jamais été marqués. Et c'est terrible parce qu'ils se proposent et puis de toute façon, on leur trouve la marque. Toutes ces choses de sorcellerie proviennent de la passion charnelle, qui est insatiable chez les femmes. En conséquence, on appelle cette hérésie non des sorciers, mais des sorcières. Henri Institoris, Jacques Sprenger, Le marteau des sorcières, 1486. La lutte contre la sorcellerie s'est particulièrement acharnée sur les femmes. Le marteau des sorcières prône leur extermination. Un exemplaire original est conservé à la bibliothèque de Saint-Gall. Voici le marteau des sorcières d'Henri Institoris. Il est imprimé. De ce fait, il a eu un succès démesuré au début de l'ère 1900 contemporaine. contemporaine. 1900 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 contemporaine. 1900
Je déteste ce livre car je sais ce qu'il a provoqué. Je le trouve beau à voir, imprimé sur 4 colonnes. Mais quand on sait ce qu'il a provoqué, on ne peut plus le trouver beau. Il est systématiquement structuré en parties, en chapitres et en questions, comme une somme théologique. Il contient un aperçu plus ou moins complet de tout ce que la sorcière peut faire et doit faire. C'est un livre désagréable qui porte malheur. On l'a décrié comme le pire livre de l'histoire et pour une fois, je serais plutôt d'accord. D'une manière générale, le livre présente une image négative de la femme depuis les pères fondateurs de l'Église jusqu'aux réformateurs. La femme est faible, elle est séductrice. L'auteur du Marteau des sorcières dit que le terme « fée mina » signifie « foi petite ». C'est absurde, car la croyance chez les femmes de la fin du Moyen Âge était très forte. Depuis le début de l'Église, la femme est considérée comme une séductrice, donc le mal du monde qui conduit les hommes à la tentation. Chapitre 7. Comment les sorcières savent enlever aux hommes leurs membres virils. Chapitre 8. Comment les sorcières donnent aux hommes des formes de bêtes. Chapitre 9. Comment par les sorcières, les démons peuvent aller jusqu'à prendre possession des hommes. Henri Institoris, Jacques Sprenger, Le Marteau des sorcières, 1486. On pense qu'il y a eu 33 éditions à peu près jusqu'en 1699, tirées à peu près, le total c'est très compliqué, disons 30 et 35 000 exemplaires. Donc dans un monde d'Ancien Régime, dans lequel la lecture est quand même minoritaire, donc c'est un livre qui circule très fortement parmi les élites juridiques, les élites ecclésiastiques, les bibliothèques, les médecins. Donc de ce côté-là, c'est peut-être un best-seller, mais du côté évidemment des lisants et des élites intellectuelles. Tout ce qui est décrit dans Le Marteau des sorcières, contre la vie en fait. Les gestes des sorcières, ce sont des gestes qui sont contre la vie des animaux, contre la vie de la nature, empoisonner l'eau, tuer les nouveau-nés, stériliser les âmes, c'est-à-dire soit par cette castration imaginaire ou le fait qu'elles peuvent, par des prodiges, nouer les cordons de la bourse pour que le liquide séminal ne ressorte pas dans l'utérus de la femme. Donc si on oublie un tout petit peu cet imaginaire épouvantable, c'est la même idée. C'est-à-dire que le corps de la femme sorcière porte la mort sur elle par la marque, ça ne saigne pas, c'est indolore, et elle est capable de reproduire la même mort dans la communauté, je dirais en attaquant le capital vital de la communauté, qu'est le bétail, qu'est la moisson, qu'est l'eau des puits, qu'est la puissance génitale, que sont les enfants. Donc c'est le même problème. Elle stérilise la vie. Comme la femme est plus proche du monde des soins, de l'alimentation, évidemment, elle va plus facilement être accusée d'être une empoisonneuse ou quelqu'un qui a voulu tuer. Et puis, il y a une misogynie, c'est certain. Il y a des rapports entre les sexes qui font qu'il y a une inimitié qui peut naître.
ou une suspicion sur tout le pouvoir des femmes qui est plus dissimulé va poser problème, de sorte que quand elles se rassemblent, qu'elles discutent, ça peut inquiéter les hommes. Puis surtout, c'est vrai qu'on trouve ça normal sans vraiment y réfléchir, mais en fait, la Cour de justice qui juge les prévenus, elle est composée uniquement d'hommes. Donc c'est toujours le regard des hommes sur une femme. Celui qui cherche la marque, c'est un homme. La chasse aux sorcières atteint son paroxysme entre 1580 et 1640. Dans le pays de Vaud, une sorcière est exécutée toutes les 2 semaines. Pour économiser les frais de justice, on brûle plusieurs sorciers à la fois. Au bourreau, 15 florins. Mangé lors du repas du tribunal, 82 florins. Pour le bois et la paille, 36 florins. Dépenses pour l'exécution de Coletta Suchet d'Abert. Les grandes chasses dans le pays de Vaud se font sous domination bernoise. Arrivés en 1536, les nouveaux maîtres ont amené avec eux la réforme protestante. Un climat de sévérité morale règne en terre vaudoise. Il y a une volonté pour les Bernois de purifier les mœurs et la moralité de leurs sujets. Donc il y a une grande pression. L'emprise morale est telle que toutes les fêtes, les chants, les danses populaires sont interdits. Donc quand la vie devient difficile, on ne peut même pas se distraire en fait. C'est tout de suite condamné. Il n'y a pas non plus de recours possible, puisqu'on croit qu'il y a des êtres humains qui ont des pouvoirs particuliers qui peuvent transmettre le mal, on aurait besoin de s'en protéger. Donc on aurait besoin de recourir à des guérisseurs ou à de la magie blanche. Mais les guérisseurs et toute forme de magie blanche se trouvent proscrites par les ordonnances des Bernois. Toutes les danses pratiquées en cachette ou en public sont formellement interdites, qu'elles aient lieu un dimanche ou un jour ouvrable, à la montagne ou dans les fermes. Loi du consistoire, 27 février 1628. Les seigneurs du château de Lille ont mené sur leurs terres des dizaines de procès en sorcellerie. L'historienne Fabienne Taric a étudié ceux de Goyon. Ce petit village de 200 habitants a vécu des déferlements de haine particulièrement violents contre les sorcières et les sorciers. Les procès de sorcellerie sont une sorte de reflet de ce qui se vit au village. Donc ce que les procès montrent, c'est qu'il y a beaucoup de conflits entre voisins, des conflits au sein des familles, des problèmes d'héritage, des problèmes aussi de familles recomposées, on dirait aujourd'hui, où il faut continuer à subvenir aux besoins d'une belle-mère, où la belle-mère va aller vivre chez son beau-fils, et puis on retrouve ces liens conflictuels dans les accusations ensuite de maléfices, par exemple. Parfois, dans un petit maléfice, supposé être une action diabolique, on se rend compte qu'une grand-mère a essayé de soigner sa petite fille en lui donnant un remède, quelque chose. C'est diabolisé dans le procès de sorcellerie, ça devient de la graisse du diable qui a été donnée à la petite fille en question. Mais ce qu'on comprend derrière, c'est qu'une grand-mère a essayé de soigner sa petite fille. La petite fille n'a pas survécu, et pendant des années, c'est resté un drame, mais disons, on n'a pas cherché de coupable ou de bouc émissaire, et puis peut-être 5-6 ans plus tard, il y a des tensions dans la famille, et une partie de la famille se retourne contre cette grand-mère pour dire que la mort de cette petite fille-là, c'était un maléfice. Donc il y a une sorte de réinterprétation magique des malheurs qui sont survenus au village
au moment où une personne devient indésirable. Aujourd'hui, on pourrait comparer ça aux crises économiques qui reviennent tous les 10-15 ans. Et donc, on a aussi aujourd'hui une peur liée à ça, mais elle n'est pas quotidienne non plus. Elle est vraie, elle est présente, mais elle n'est pas quotidienne non plus. Donc, je pense que par analogie, il faut percevoir cette peur collective, cette hystérie collective, mais pas comme quelque chose de quotidien, mais quelque chose de récurrent et qui évolue plutôt par vagues. C'est pour ça qu'on assiste parfois à des pics. Ça se calme après. Et donc il y a un pic pendant quelques années où effectivement il y a beaucoup de procès et tout à coup ça retombe. Et il n'y a quasiment plus aucun procès. Donc c'est toujours des petites communautés rurales, loin des centres urbains, dans lesquels ces processus de haine peut-être sont beaucoup plus forts parce que la communauté est petite. Parce que ce dont on a peur à l'époque moderne, c'est la vengeance, c'est la justice privée, c'est le lynchage. Et en fait, brûler la sorcière, c'est éviter des procédures, parce qu'il y a eu des procédures de lynchage, il y a eu des dispositifs de lynchage, donc c'est éviter ça, c'est éviter qu'il y ait une guerre civile en fait. Donc mieux vaut en pendre une ou deux, ou brûler une ou deux, et puis apaiser la société. Ça, je pense que c'est un élément assez important des procès. C'est-à-dire reconstruire une paix sociale. Surtout dans des petites communautés. Il n'y a pas vraiment de procès de sorcellerie à Paris, qui est une immense communauté. Il y a eu peut-être une ou deux affaires. Il n'y a pas vraiment de procès de sorcellerie dans une ville comme Londres. Procès criminel contre David Bernet, fils de feu Claude Bernet. Procès criminel contre Louise de Crozat, femme de Jean Curtet. Procès criminel contre Abraham Curtet, fils d'Angelin Curtet. Procès criminel contre Françoise Guyot, veuve de Jean Bernet. Procès criminel contre Marie Épard, femme de Claude Favre. Procès criminel contre Benoît Rezin, fils de feu Jean Rezin. Procès criminel contre Jacques Semossa, fils de feu Mermet Semossa. Procès criminel contre Déborah Premat, femme de Jean Bernet. Les gouvernements locaux vaudois n'avaient pas beaucoup de prérogatives. En revanche, ils avaient des prérogatives judiciaires, donc ils en avaient peu, mais là où ils en avaient, ils l'ont utilisé. Et c'est une façon de démontrer aussi le pouvoir qu'on a, même si on en a peu. Mais moins on en a, plus on va tâcher de le démontrer. C'est une question de légitimation aussi du pouvoir qu'on a. À Fribourg, par rapport au Pays de Vaud, effectivement, il semblerait qu'il y ait beaucoup moins de procès de sorcellerie. Et pourquoi ? Précisément parce que Fribourg est une seigneurie indépendante. Les Bernois n'ont pas envahi Fribourg, les Fribourgeois sont demeurés indépendants, donc il n'y a pas eu de souci de pouvoir à ce niveau-là. L'archiviste Lionel Dort a étudié les procès très particuliers tenus contre les enfants. À Fribourg, au début du XVIIe siècle, une trentaine d'entre eux sont arrêtés et jugés. Les plus jeunes sont des bébés. Claude Bernard est à peine adolescent lorsqu'il est arrêté pour avoir pactisé avec le diable. Un homme nommé André, difforme avec un visage noir, des pieds noirs et ronds, habillé d'un gros drap aussi noir, lui apparut près d'une rivière. Il lui apprit à voler dans les airs, car l'ayant dépouillé de ses habits, il lui ajouta des ailes avec lesquelles, se croyant être un corbeau, il volait quelques pas pendant que son maître tenait ses habits. Aveu de Claude Bernard, Fribourg, 1651. Claude Bernard, c'est un jeune garçon âgé d'une douzaine d'années lorsqu'il est arrêté et incarcéré à Fribourg fin août 1651. D'après ce qu'il déclare devant son juge, il serait parti de chez lui, c'est-à-dire d'un hameau qui s'appelle la Petite Côte, c'est près de Lacluse, en France, pour mendier son pain, parce qu'il n'a pas suffisamment à manger, dit-il. Et il lui faut 1 année et demie pour arriver à Fribourg.
il avoue avoir fait mourir plusieurs dizaines de poules partout où il est passé. Si on les compte, on arrive à 50, 60, 70 poules. Puis il avoue aussi avoir tué des enfants de son âge qu'il aurait empoisonnés avec la graisse, le poucet que lui aurait donné le diable. Il dit aussi qu'il en aurait tué 2 autres avec son souffle, avec son haleine. Donc les crimes qu'il aurait commis sont effectivement considérés comme étant très très graves, effectivement. Dieser Knab ist ungefährlich 12-jährig, donc ce jeune garçon qui est âgé d'une 12aine d'années environ. Et il précise, und in Anzeigung seiner Böswicht hat gelachen. Et comme signe, comme preuve de sa malignité, donc de sa culpabilité, il a rigolé. Donc en fait là on prend note de l'attitude du jeune Claude Bernard face à son juge, qui rigole en fait. Ce qui pour eux est donc considéré comme une preuve de sa culpabilité. Nous, on aurait plutôt tendance à voir ici comme preuve plutôt le fait qu'il ne maîtrise pas tout à fait les événements et qu'il ne comprend pas très bien ce qui lui arrive. Et en fait, on a l'impression quelque part qu'il fait un peu peur aussi, ce jeune garçon. C'est un jeune garçon qui comprend peut-être pas très bien les choses, c'est peut-être de petit caïd qui défie les autorités, il rit quand on lui pose des questions. Dès lors qu'on pense que c'est vrai qu'il a véritablement rencontré le diable, peut-être qu'effectivement on a trouvé ça très effrayant que ce jeune garçon rigole. Les juges ont bien souvent une vision d'eux-mêmes qui est une vision très sérieuse, très bénéfique pour la société. Ils sont très conscients de leur propre dignité et du rôle clé qu'ils jouent au sein de la société. Je ne sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui, mais je pense que nos magistrats aujourd'hui sont toujours convaincus du rôle clé et déterminant qu'ils jouent au sein de la société. Il faudrait leur poser la question. Son exécution capitale, elle n'est pas publique, elle est réalisée au Belluard, à l'abri des regards, mais en plus, son corps n'est pas réduit en cendres, ce qui montre qu'il y a quand même un problème ou une façon particulière de concevoir, pour les gens de justice d'autrefois, de concevoir l'idée de condamner à mort un enfant. En tout cas, on ne le condamne pas au bûcher. Alors on a cette instruction du tribunal qui indique au bourreau, s'il n'est pas sage, s'il se débat, il faut laisser tomber l'idée de le décapiter avec une épée, mit dem Schwert, mais plutôt le stranguler, enfin l'étrangler. La source est en allemand, elle dit stranguliert, donc il doit être étranglé. Alors, on n'a pas l'indication précise de comment les choses se sont passées, mais vu qu'on n'a pas de contre-indication, on part du principe que les choses se sont, encore une fois, entre guillemets, mais passées calmement et que le bourreau a pu le décapiter comme cela a été convenu dans un premier temps. La chasse aux sorcières dure maintenant depuis 200 ans. Après les grandes vagues de répression, les bûchers s'éteignent peu à peu. On ne croit plus tellement à la réalité du sabbat, même si Satan rôde encore parfois dans les forêts.
Michée Chaudron est la dernière sorcière exécutée à Genève pour avoir baisé avec le diable. En 1652, cette immigrée est accusée de maléfice par un groupe de 8 femmes qui l'employaient comme domestique dans la cité. Elle est étrangère, elle est savoyarde, elle est catholique, donc elle est véritablement pas représentative du milieu social genevois. Elle fait partie d'une minorité. Témoins entendus contre la dite Chaudron, Bernard Ducoste, Étienne Bargouin, Jeanne Darlot, Jeanne Paluari, Veuve Favier, Gabriel Aubert. Procès de Michée Chaudron, Genève, 1652. Pendant un certain temps, elle fonctionne aussi un peu comme une sorte de guérisseuse, puisqu'elle fabrique une soupe blanche qui permettrait, si on l'ingurgite, de soigner certaines affections qui sont difficiles à saisir. Mais toujours est-il qu'elle est dans ce milieu de femmes, elle est familière dans ce milieu de femmes, elle est connue, c'est une figure connue. Et ce qui est très intéressant dans cette affaire, c'est que c'est ce même milieu qui l'a accueillie pendant un moment, qui à un certain moment se retourne contre elle et transforme la lavandière, la guérisseuse, en une sorcière. Donc là, il y a quelque chose qui bascule dans la sociabilité de ces femmes à l'intérieur de l'espace domestique. D'abord, elle est bienvenue, et ensuite, c'est une ennemie absolue. Spécialiste de la justice criminelle, Michel Porret a étudié les pièces du dossier Michée Chaudron. La procédure judiciaire est particulièrement compliquée. Le procès tourne au débat d'experts. Venus de Genève et de Nyon, différents spécialistes se disputent sur l'existence de la marque du diable. Ils voient le même corps, ils regardent le même corps, ils font les mêmes gestes, ils piquent aux mêmes endroits et ils ne voient pas la même chose. Alors que la chose naturelle est la même. Donc on est à un moment de rupture. Les experts de Lyon sont des gens qui sont qui sont entre 60 et 70 ans, qui ont un vieux passé d'experts chirurgicaux dans les procès criminels. Ils reproduisent une routine. Le médecin et le chirurgien de Genève, enfin les experts, n'ont pas du tout ce passé, sont ont une nouvelle façon d'appréhender le corps et donc disent non. Donc ils disent non certainement parce qu'ils sont naturalistes, et puis ils disent non certainement aussi parce qu'ils comprennent l'implication du oui. L'implication du oui, l'étape d'après, c'est la torture. Michée Chaudron avoue avoir mérité la mort, mais prie qu'on ne la fasse pas brûler vive, afin que le tourment ne l'empêche pas de prier. Dieu qui lui pardonne par Jésus-Christ et qu'elle puisse être sauvée. Là, il y a quelque chose du testament de mort. On pourrait presque dire que c'est un petit testament de mort. Et ce que je vous demande, c'est d'être exécuté proprement, si on peut exécuter proprement. Ce que je vous demande, c'est épargnez-moi la douleur, parce que si je souffre trop, je ne pourrai pas prier. En fait, peut-être ce qu'ils ne se rendent pas compte, c'est qu'elle meurt comme une chrétienne convaincue. Là, il y a quelque chose de terrifiant dans ces ultimes paroles de Michée Chaudron. Elle meurt comme une chrétienne convaincue, une bonne catholique. Les sorcières ont cessé d'exister quand nous avons cessé de les brûler. Voltaire, Lettres philosophiques, 1734. En Suisse, la persécution des sorcières cesse géographiquement d'ouest en est. En 1650, dernière sorcière à Genève. 1733, dernière sorcière à Fribourg. Dans les années 1730, 7 femmes en Suisse centrale et enfin Anna Göldin à Glaris. Si vous regardez ces victimes, la féminisation est complète. Ce sont toutes des femmes, aucun homme. S'y ajoute la prolétarisation,
Ce sont toutes des domestiques qui n'ont pas eu la chance de se marier et qui changent souvent d'emploi. On ne sait pas vraiment pourquoi, surtout concernant Anna Güldin, car elle est considérée comme une bonne domestique. Ces femmes ont des revenus faibles, une vie instable, mais surtout elles sont exposées aux avances sexuelles de leur maître. Clairement, la prolétarisation des sorcières est totale. La chasse aux sorcières a duré 2 siècles et demi. Catherine Houtstremp est une des rares historiennes à avoir étudié toutes les périodes de cette persécution de masse, des premiers bûchers valaisans à la dernière sorcière exécutée en Suisse le 13 juin 1782. Dans le cas d'Anna Güldin, la dernière sorcière de Suisse, il n'y a aucune mention de sabbat et le pacte avec le diable est une aberration ridicule. On lui demande d'avouer d'avoir pactisé avec le diable. C'est ce qu'elle fait. Et on lui demande quand et comment elle l'a rencontré. Elle affirme l'avoir appelé par la fenêtre de la cuisine à minuit et qu'il est venu. C'est une relique complètement absurde d'une très vieille tradition. Parlement de Glaris, 27 août 2008. La condamnation à mort d'Anna Güldin a été prononcée par une autorité incompétente qui avait probablement déjà déterminé à l'avance le verdict de culpabilité. Anna Güldin est la seule sorcière suisse à avoir été réhabilitée par une autorité politique. Le fait que s'intéresser aujourd'hui à ces procès, c'est une façon peut-être de les réhabiliter modestement ou de leur rendre hommage. En tout cas, moi j'ai une pensée pour ces hommes et ces femmes. Ils ont existé. Ok, c'est très loin, mais ils ont existé. C'était vous et moi. On rencontre des enfants, des filles, des garçons, des hommes, des femmes d'âge mûr, des personnes âgées, un petit peu tous les milieux sociaux. Il y a des vagabonds, des personnes en voie de marginalisation. Il y a aussi des juges. Tout un chacun est susceptible d'être ou de faire l'objet d'une accusation en sorcellerie. Personne n'est à l'abri. Personne.